Chère Madame Matvichuk, chère Alexandra, nous sommes ravis de vous avoir ici, aujourd'hui à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. La guerre d'agression de la Russie contre votre pays a provoqué d'immenses souffrances en Ukraine. Des milliers de civils ont été tués, blessés. Ils sont innombrables à chercher protection et refuge ailleurs. Cette nuit, alors que nous dormions, les citoyens ukrainiens ont connu une nouvelle vague d'attaques. De nouvelles destructions ont été commises dans cette guerre d'agression. De nouveaux crimes ont été commis. Chère Alexandra, vous et votre Centre pour les libertés civiles faites un effort remarquable pour documenter ces crimes de guerre, ces abus, ces violations des droits de l'homme, ce qui démontre l'importance de la société civile pour la paix et la démocratie. Et j'aimerais, si vous me le permettez, de saisir cette occasion pour reconnaître l'importance de votre travail, de vos efforts et votre engagement personnel majeur pour promouvoir la paix et la démocratie en Ukraine. Il est juste que vous ayez reçu le prix Nobel de la paix 2022. Chère Alexandra, votre grande expérience et votre expérience terrible est d'un grand intérêt pour nous dans ce débat. Je suis très heureuse que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Je suis certain que mes collègues écouteront ce que vous avez à nous dire avec le plus grand intérêt. Vous avez la parole, Alexandra. Mesdames et messieurs, je suis défenseur des droits de l'homme. Je documente les crimes de guerre dans cette guerre déclenchée par la Russie en 2014. À ce moment-là, l'Ukraine avait eu la possibilité d'une transformation démocratique rapide après l'effondrement du régime autoritaire. Mais pour interrompre notre progression sur cette voie, la Russie a déclenché la guerre et a occupé la Crimée et certaines parties de Donetsk et de Lugansk. Parce que Poutine n'a pas peur de l'OTAN. Poutine a peur de l'idée de la liberté. Après l'invasion à grande échelle, nous avons été confrontés à une énorme quantité de crimes de guerre. Les troupes russes détruisent délibérément des bâtiments résidentiels, des églises, des écoles, des hôpitaux, attaquent des corridors d'évacuation, créent des systèmes de camps de filtration, organisent des déportations forcées, commettent des enlèvements, des viols, des actes de torture et assassinent des civils dans les territoires occupés. Voilà une politique consciente. La Russie se sert des crimes de guerre en tant que méthode de combat. La Russie s'efforce de casser la résistance du peuple et d'occuper le pays en infligeant d'immenses souffrances aux civils. Nous documentons ces souffrances. En l'espace de 10 mois, nos efforts combinés ont permis de documenter 31 000 crimes de guerre. J'ai interviewé des centaines de personnes qui avaient survécu à la captivité par les Russes. Ils m'ont raconté comment ils avaient été battus, violés, comment ils avaient reçu des chocs électriques sur leur partie génitale, comment leurs ongles avaient été arrachés, leurs genoux forés à la perceuse, comment ils ont été obligés d'écrire avec leur propre sang. Une femme m'a raconté qu'on lui avait enlevé un œil à la cuillère. Il n'y a aucune justification militaire pour ces actes. Les Russes ont fait ces choses épouvantables, simplement parce qu'ils le pouvaient. Je me pose la question suivante. Pourquoi, pour qui documentons-nous tout cela? Nous avons un énorme problème de manque de responsabilité. Le système juridique ukrainien est surchargé d'une énorme quantité de crimes de guerre, mais la Cour pénale internationale limite ses enquêtes à quelques cas sélectionnés seulement et n'a aucune compétence pour le crime d'agression s'agissant de l'agression russe contre l'Ukraine. Par conséquent, qui rendra la justice pour toutes les victimes de cette guerre? Je travaille avec des personnes qui ont survécu à l'enfer et je suis certaine qu'au-delà de leur vie détruite, leur famille détruite, leur vision de l'avenir détruite,
Ces personnes ont fortement envie qu'on leur donne l'impression que la justice existe bien, même si elle prend du temps. C'est essentiel non seulement pour l'Ukraine. Il ne s'agit pas d'une guerre entre deux États. Il s'agit d'une guerre entre deux systèmes, l'autoritarisme et la démocratie. Poutine cherche à convaincre le monde que la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme sont des valeurs fausses. Si elles sont authentiques, pourquoi échoue-t-elle à défendre les individus? Pourquoi le système des Nations Unies a-t-il échoué à empêcher ces atrocités russes? Moi qui suis avocate des droits de l'homme, moi qui s'efforce d'appliquer la loi pour défendre les personnes depuis si longtemps, je dois répondre à cette question de savoir comment on peut contribuer à la survie des personnes dans les territoires occupés. Et comment cela sera-t-il possible en fournissant davantage d'armes à l'Ukraine? Pour le moment, la loi ne fonctionne pas. Mais j'espère que cette situation n'est que temporaire. Au XXe siècle, le monde civilisé a progressé de manière significative pour établir le droit et la justice. Au procès de Nuremberg, les auteurs des crimes de guerre ont été traduits en justice après l'effondrement du régime nazi. Au XXIe siècle, nous devons aller plus loin. La justice doit être indépendante de l'énormité du pouvoir du régime de Poutine. Nous ne pouvons pas attendre. Nous devons créer un tribunal spécial pour le crime d'agression dès maintenant et faire en sorte que Poutine, Loukachenko et les autres coupables de ces crimes rendent des comptes. Oui, c'est un pas courageux, mais nous disposons d'un argument très fort. Nous devons le faire parce que c'est juste. Le Conseil de l'Europe est une organisation internationale qui protège la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme, et elle doit assumer le rôle du premier plan. Les valeurs de la civilisation moderne doivent être protégées. Encore une chose importante. Outre le crime d'agression, il y a d'autres crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Ces crimes ne doivent pas rester dans nos archives et dans les rapports des organisations internationales. La guerre a transformé les personnes en simples numéros. L'ampleur des crimes de guerre est telle qu'il est devenu impossible de connaître et de reconnaître les histoires de tous. Mais je vais vous en raconter une. Juste après le début de cette invasion de grande ampleur, Alexander Shelipov, un civil de 62 ans, a été tué par l'armée russe près de sa maison. Une tragédie qui a été couverte par les médias parce que, en fait, c'était la première affaire jugée devant un tribunal après le 24 février. Au tribunal, la femme d'Alexander, Katerina, a raconté que son mari était un simple fermier, mais qu'il était tout son univers. Et maintenant, elle a tout perdu. Et c'est cela l'essence même de la justice. Nous devons veiller à ce que justice soit faite pour tous, qui que soient les victimes, quelle que soit leur position sociale, le type, le niveau de cruauté qu'ils ont dû endurer et que les médias s'intéressent à leur histoire ou non. Il faut que les gens et des noms ne soient pas de simples numéros, parce que chaque vie individuellement est précieuse. Les États membres du Conseil de l'Europe doivent apporter une aide au système juridique de l'Ukraine pour qu'il puisse mener l'enquête, pour que les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide répondent de leurs crimes. Il nous faut cet élément international dans l'enquête internationale, dans la justice nationale. Il nous faut un mécanisme hybride où des enquêteurs internationaux travaillent avec des enquêteurs nationaux ou des juges nationaux travaillent avec des juges internationaux. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe doit insister sur la nécessité de renforcer le soutien technique et le financement afin de renforcer les capacités
des agences judiciaires et du système judiciaire ukrainien qui est surchargé, de façon à ce qu'en coopération avec des partenaires internationaux et avec la société civile, les enquêtes puissent être menées sur tous les crimes de guerre et pour que justice soit rendue pour tous. Afin de parvenir à la justice, il faut une contribution de la Cour pénale internationale et des tribunaux nationaux des pays européens qui peuvent eux-mêmes traiter de nombreuses affaires au titre de la juridiction universelle. Mesdames et messieurs les parlementaires, nous apprécions beaucoup la volonté politique exprimée par de nombreux pays, par de nombreuses organisations internationales, puisqu'il y a cette volonté de poursuivre en justice les leaders politiques et russes et du Bélarus pour le crime d'agression. Il est temps de transformer les paroles en actes. La lutte pour la justice ne doit d'ailleurs pas se limiter aux crimes d'agression. Nous demandons le soutien de professionnels étrangers, des juges, des procureurs, des détectives, des enquêteurs, afin de mener l'enquête et de veiller à ce que des procès soient menés pour juger des crimes internationaux, des milliers de crimes, et cela conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La paix durable qui permet de vivre sans peur et qui offre des perspectives à long terme est impossible sans justice. Pendant des décennies, les troupes russes se sont rendues coupables de crimes de guerre en Tchétchénie, au Moldova, en Géorgie, au Mali, en Libye, en Syrie et dans d'autres pays du monde, et cela en toute impunité. Les Russes étaient convaincus qu'ils pouvaient faire juste ce qu'ils voulaient. Nous devons rompre ce cercle de l'impunité, et pas seulement pour les Ukrainiens, pas seulement pour les autres qui ont souffert de la brutalité des Russes, mais pour ceux qui pourraient être les prochaines cibles d'une agression de la part de la Russie. Et donc, cette fois-ci, il faut l'empêcher. Je vous remercie.